J'invite maintenant Monsieur Mario Paolo de l'EPFL, chef du laboratoire des systèmes électriques distribués, qui va nous parler des développements dans ce cas. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Morel, pour l'invitation. C'était vraiment un plaisir pour moi d'accepter de contribuer à cette conférence. Ça me fait aussi beaucoup plaisir de donner cette présentation après la contribution de Monsieur Mouron, parce qu'en fait, notre laboratoire, c'est le laboratoire de systèmes électriques distribués, c'était créé avec un fort partenariat, un fort sponsorship par la partie de EOS Holding. Et ça fait beaucoup de sens de montrer le technological transfer qu'on réalise à l'EPFL entre la recherche de pointe et aussi l'échelle industrielle, notamment dans les réseaux électriques. Alors, ma contribution, c'est encore une fois sur l'évolution des réseaux électriques. Je vais essayer de cadrer le contexte, de parler de l'évolution du réseau de transport, ça veut dire le réseau de haute tension, et le réseau de distribution, dans le contexte où on a des pointes de production très importants et des capacités limitées de stockage. Et donc, tous les problèmes qui tombent par conséquence sur le réseau électrique. Après, je vais essayer de parler des défis qu'on a dans le réseau, les conséquences sur l'évolution de l'infrastructure et enfin tirer des conclusions. Alors, le contexte, c'est le suivant. Ce graphique, il montre l'incrémentation de la production en termes de puissance par des ressources renouvelables sans l'hydraulique. Donc, on parle de PV, CSP, ça veut dire Concentrated Solar Power, Geothermal, Wind and Biomass. La chose intéressante, c'est que la courbe que vous pouvez observer, c'est une courbe avec un trend qui est presque quadratique. Et ça pose des problèmes très importants, d'où liés à la volatilité des ressources renouvelables. J'ai un slide qui va quantifier la volatilité des ressources renouvelables dans le contexte de l'Allemagne. Alors, une fois qu'on a créé une infrastructure de production basée sur une certaine fraction de renouvelables, quels sont les problèmes, quel est le contexte et quelles sont les observations les plus importantes qu'on peut faire? La première, c'est le potentiel réel. Les ingénieurs, ils utilisent un coefficient qu'on appelle capacity factor, CF, c'est très très simple la définition, c'est le rapport entre l'énergie produite par une certaine ressource par rapport à l'énergie qu'on peut produire 24 heures sur 24. Et ici, vous pouvez placer sur ce graphique le PV, l'éolien, le geothermal, le hydro. Et ça, c'est vraiment le données d'entrée pour gérer un réseau et gérer surtout l'équilibre de puissance et la, on peut dire, stabilité du réseau. On peut dire, je préfère de parler d'équilibre du réseau. Donc ça, c'est la première observation. Et si on parle explicitement du photovoltaïque, on parle d'un capacity factor qui est entre 20 et 30%. Donc par rapport à l'énergie qu'on peut produire 24 heures sur 24, on peut utiliser 20% de cette partie produite pendant un jour. Deuxième observation, au niveau macroscopique, si on prend l'échelle européenne et on prend la densité de population par rapport à la vitesse moyenne du vent, on peut observer que dans la région du nord de l'Allemagne ou du nord de la France, il y a une certaine correspondance entre la densité d'énergie des éoliens et la densité de population. Mais c'est le seul endroit en Europe où on a ce type de correspondance. Dans le reste d'Europe, on a des distances. Par exemple, si on compare la Scandinavie
Et les régions avec la plus haute densité de population, il faut couvrir des distances de 3 ou 4 000 kilomètres. Et ça il a un impact sur l'infrastructure de transport qui n'est pas évident. Donc la deuxième observation, c'est sur la délocalisation entre le lieu où on a l'opportunité de maximiser la production par des systèmes de conversion renouvelables et le lieu où on va la consommer. Même observation, c'est pour la densité de rayonnement solaire. Ça fait du sens de placer des centrales PV dans le sud d'Europe. Mais encore une fois, les distances à couvrir sont de 3 à 4 000 kilomètres. Donc un impact au niveau macroscopique sur le réseau de transport. Je vais revenir dans quelques instants sur cette observation. Observation au niveau microscopique, ça veut dire réseau de distribution, l'échelle petite, l'échelle d'une ville. Alors, normalement, avec mes étudiants, j'utilise un graphique où je vais placer sur l'axe vertical deux types de systèmes de génération, ça veut dire le système de grande échelle et la génération distribuée. Par contre, on peut trouver le correspondant au niveau de connectique, ça veut dire génération distribuée, typiquement connectée sur les réseaux de distribution, grand système de conversion connecté sur le réseau de transport. Et puis, sur l'axe horizontal, la périodicité, ça veut dire la possibilité de programmer en avance notre système de conversion. C'est ce qu'on appelle dispatchabilité, c'est un terme un peu anglophone. Ça veut dire, est-ce que je peux programmer l'utilisation d'une certaine centrale à une certaine heure du jour? Donc, on peut classifier notre ressource comme ressource dispatchable, ça veut dire ressource que je peux programmer pendant la journée, ressource continue et ressource intermittente. Et on peut placer le PV à concentration, le grand hydraulique, le offshore wind, on peut placer le district CHP, ça veut dire Combined Heat and Power, Combined Chaleur Force, Industrial CHP, les grands onshore wind, etc. Alors on a ce type de configuration et de densité de systèmes de conversion renouvelables ou à grande efficacité comme le CHP. L'observation qu'on peut tirer, c'est que la majorité de ces systèmes, ils sont connectés sur le réseau de distribution. Et en fait, c'est l'infrastructure au niveau micro qu'il a besoin d'un le plus grand changement, comme M. Moron il a mentionné avant, au niveau de nouvelles technologies. Et c'est dans cette partie où on a un investissement très important dans la recherche et aussi dans le transfert technologique. Défis. Alors, comme j'ai anticipé, un des défis plus importants, c'est la volatilité. Alors, j'ai pris l'exemple de l'Allemagne. Ça, ce sont des données données par M. Vanzetta d'Amprion. Sont le premier 6 mois de 2012 en Allemagne. Sur l'axe vertical, vous avez la puissance. La courbe en bleu, c'est la puissance réelle produite par les éoliens. Et la courbe en rouge, c'est la puissance installée. Donc on peut observer qu'on n'arrive jamais à toucher la puissance réelle installée. Et l'observation la plus importante, c'est qu'on a des pointes où on arrive à couvrir 86% de la puissance installée, mais on a plusieurs de points de basse production où on arrive à couvrir moins de 1% de la puissance installée. Alors, on peut dire, OK, on peut ajouter le PV. Ça sont les mêmes données en Allemagne, le premier 6 mois de 2012. Encore une fois, en rouge, la puissance installée, et en bleu, la puissance réelle. On peut bien évidemment, pendant la nuit, on a 0, et pendant le jour, on est arrivé à couvrir 75%
de la puissance installée. On peut l'ajouter ensemble et on obtient ça. Alors, l'observation importante, c'est qu'en Allemagne, on arrive à avoir en puissance installée photovoltaïque plus éolien de plus ou moins 60 gigawatts. 60 gigawatts, c'est une puissance installée énorme. Mais la puissance injectée réelle, c'était caractérisé par un pointe de 48%, c'était le 9 juin 2012, et le minimum, c'était le 25 janvier 2012, avec une puissance de 0,6% de la puissance installée. C'est incroyable la volatilité que la combinaison de ces deux ressources, elles peuvent donner au réseau. On parle d'une variation de plusieurs dizaines de gigawatts. Conséquences. Alors, comme j'ai anticipé, les conséquences sur le réseau de transport, c'est bien évidemment une augmentation de la capacité de transport sur des grandes distances. Ça, c'est la première conséquence. Quel type d'infrastructure on peut imaginer de déployer? Je fais un petit calcul. Si on se pose la question, est-ce qu'on peut transporter 6 gigawatts? C'est la valeur typique qu'on utilise dans le domaine des réseaux. Et j'ai comparé deux technologies. Technologie EHV, ça veut dire Extra High Voltage, ou Ultra High Voltage, AC. Pour transporter 6 gigawatts, on a besoin de plus ou moins 8 lignes à 400 kV AC ou 3 lignes à 800 kV AC, ou si on utilise un réseau en DC, HVDC, High Voltage DC System, on peut avoir 2 lignes à 500 kV ou une ligne seule à 800 kV DC. Avantages et désavantages, mais certainement le système AC, il est plus facile à être intégré, il a une fiabilité plus élevée, au niveau des investissements, il est, on peut dire, relativement moins cher. Ça, c'est un peu questionnable parce qu'ils ont développé. Maintenant, il y a à disposition des technologies qui sont comparables au niveau des investissements. Certainement, au niveau de stabilité et de contrôlabilité de réseau, ça pose beaucoup de problèmes. Donc, certainement, sur le réseau de transport, on va évoluer le système vers un système DC de très haute tension. C'est une couche qu'on appelle supergrid. C'est un système qu'on commence à simuler et à évaluer en termes d'impact, qu'il doit être le vrai système d'interconnexion sur toute l'Europe, caractérisé par une capacité de transport très très élevée et avec la possibilité de contrôler le flux de puissance. Ce n'est pas le cas aujourd'hui d'être capable de contrôler directement le flux de puissance dans un réseau AC. C'est possible, mais avec des systèmes très très particuliers qui ne sont pas déployés sur tous les pays en Europe. Donc certainement, la conséquence sur le réseau de transport, c'est de switcher sur un système DC. Conséquences pour le stockage. On parle beaucoup de stockage, mais il faut être un peu plus précis quand on parle de stockage. Parce que si je prends un graphique où je vais placer la puissance de mon système de stockage et le temps de recharge de mon système de stockage, ça veut dire énergie versus puissance, je peux placer toutes les différentes technologies, batterie, hydro, compressed air, air comprimé, etc. Mais est-ce que je peux utiliser tous ces systèmes pour le même service? Il faut faire attention. Si je prends le même graphique et je vais placer sur le même graphique, avec les mêmes coordonnées, les différents services que mon réseau il a besoin, ça veut dire load leveling, intégration de véhicules électriques, contrôle de la fréquence de mon système, intégration de renouvelables, bien, si je vais
identifier un certain service, je peux trouver la correspondant système de stockage que j'ai besoin. Donc il faut faire attention quand on parle de stockage, il faut bien identifier le système que j'ai besoin et la correspondante technologie. On ne peut pas résoudre tout avec le pompage-turbinage, on ne peut pas résoudre tout avec de l'électrochimie. Ce sont des systèmes avec des densités de puissance et d'énergie complètement différents et donc avec des utilités complètement différentes sur les réseaux. Les conséquences sur les réseaux de distribution. Ici, j'ai juste rappelé la structure d'un réseau électrique que c'était déjà mentionné par M. Mouron. Donc, le réseau électrique, il est typiquement caractérisé par deux niveaux divisés par tension. Le problème, c'est sur le niveau de distribution, comme j'ai déjà mentionné. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, le flux de puissance, c'était unidirectionnel. Maintenant, si on commence à avoir de la pénétration de génération distribuée, qu'est-ce qui se passe? C'est d'avoir des centrales virtuelles dans le réseau de distribution, donc des systèmes qui sont capables d'inverser le flux de puissance vers le réseau de transport. Juste pour vous donner une idée, ça c'est un graphique donné par Enel en Italie, Enel Distribuzione, donc un des opérateurs de distribution en Italie, qui montre la puissance minimale dans le réseau de distribution, en particulier dans le poste de transformation primaire. Et donc la majorité de postes, ils sont bien évidemment avec une puissance minimale positive, mais 16%, ils sont caractérisés par une puissance minimale toujours négative. Ça veut dire que un réseau sur 6 en Italie, c'est une centrale. Il est capable toujours d'exporter de la puissance vers l'externe. Et ça pose de grands problèmes au niveau de gestion et d'opération de notre réseau de distribution. Ça, c'est un graphique qui montre une statistique de problèmes qu'on peut avoir dans un réseau de distribution si on a une certaine quantité de génération distribuée. Alors, sous l'axe horizontal, on a la puissance connectée, pas produite, connectée sur le réseau, entre 0 et 10 MW. Et sur l'axe vertical, on a le pourcentage de nœuds, ça veut dire des endroits dans le réseau où je peux avoir des problèmes. Alors, on peut observer que jusqu'à 3 MW, on n'a aucun problème. Après 3 MW, je commence à avoir des violations de tension, lente et vite. Et après, je commence à avoir des problèmes de flux de puissance. Ça veut dire que je ne peux pas évacuer la puissance injectée. Et ça arrive très vite. Ça veut dire qu'après 7 MW, je commence à avoir des problèmes sérieux sur la gestion de mon système. Alors, ça pose des problèmes. Ça veut dire, quelle est la gestion, la philosophie de contrôle que je peux déployer dans mon réseau? J'ai pris l'exemple du contrôle de fréquence. Ça veut dire le contrôle qui est responsable de garantir l'équilibre entre la production et la consommation dans le réseau électrique. Alors, typiquement, vous avez des imbalances, ça veut dire des quantités qui ne sont pas programmées. Par exemple, les injections de renouvelables. Je peux faire un forecasting, mais toujours ma prédiction, elle est affectée par une erreur. Et cette erreur, je dois la compenser toujours. Alors, les erreurs que j'injecte dans mon système, ils sont balancés par le scheduling, ça veut dire par la programmation de mes centrales. Alors ça, c'est l'approche qu'on a utilisée jusqu'à maintenant. Le problème, c'est que, est-ce que je peux exporter ce genre d'approche sur un réseau de distribution? Alors j'ai pris l'exemple de l'îlotage d'un petit morceau d'un réseau électrique où on a utilisé ce type d'approche et le graphique, il montre un collapse du réseau. Donc la réponse, c'est probablement pas. On ne peut pas exporter la philosophie de gestion qu'on a utilisée jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on a besoin d'utiliser comme technologie?
je donne un exemple qu'on développe dans notre laboratoire. Il s'agit d'un système de monitoring basé sur la mesure de quantité fasoriale, c'est un peu compliqué comme terminologie, mais on utilise le système de synchronisation GPS pour donner une synchronisation à la nanoseconde de mes mesures. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux concentrer les données, je peux estimer l'état de mon réseau et je peux programmer une certaine quantité de ressources que j'ai dans mon réseau. Et on est capable de faire ça entre moins de 20 millisecondes. Donc ça, c'est un type de technologie qu'on essaie de déployer, d'étudier et de déployer après dans le réseau. Ce type de technologie, il existe déjà, mais elle est capable de faire cet exercice chaque 15 minutes, pas millisecondes. Donc ça, c'est un exemple de technologie vers laquelle notre réseau de distribution, ils sont en phase de s'évoluer. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type de technologie? On peut les intégrer dans un système de programmation day ahead, ça veut dire jour avant, et puis les intégrer dans un système de programmation journalière pour exploiter dans une manière automatique notre réseau. On ne parle pas d'un système compliqué, on parle d'automation qu'il faut déployer dans chaque poste de transformation de notre réseau de distribution. Ça sont les types de technologies qu'on étudie à l'EPFL, et pas seulement à l'EPFL, et qu'on espère de déployer dans plusieurs démonstrateurs, dans le campus de l'EPFL, dans des démonstrateurs de la vallée, et après vers le distributeur suisse, et pas seulement suisse. Alors, les deux scénarios de développement à long terme, c'est le scénario supergrid ou le scénario microgrid. Ce sont les deux extrêmes où on peut imaginer de faire évoluer notre réseau. Bien évidemment, les contraintes économiques sont très importantes et probablement on va vers un scénario d'intégration entre la solution 1, supergrid, super réseau, et le scénario 2, ça veut dire micro-réseau. Ça, c'est la situation actuelle de la recherche et la conséquence, c'est sûrement d'où est originé aux contrats économiques et des compagnies, et donc de l'économie réelle. Conclusion. Certainement, on peut dire que de nouveaux processus technologiques et des algorithmes, ils sont capables de générer et d'originer de nouvelles approches pour la planification, l'exploitation et le contrôle des réseaux électriques et faire une sorte de promotion de l'évolution en smart grid, whatever you define it. Il y a plusieurs définitions de smart grid. Comme vous avez vu la complexité et la variété de problèmes qui sont concernés, ils couvrent une échelle très importante. On parle de sciences fondamentales comme le stockage et les domaines de l'ingénieur. Donc, un des rôles importants de la recherche et de la formation, c'est d'être capable de former des ingénieurs et des chercheurs capables de résoudre des problèmes multidisciplinaires. Et avec ça, je finis mes interventions et je vous remercie beaucoup.